du salon. Si c'est pas le cas, je ne comprends pas. On va parler de polar et de fantastique. Mélange des genres, et je pense que ça a tout son sens cette année à être grande, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette thématique. Donc il y a des livres un peu atypiques, des parcours d'auteurs un peu atypiques, ça aussi c'est tout l'intérêt de ce festival, c'est qu'on a des auteurs dans des grandes maisons d'édition, on a aussi des auteurs auto-édités avec nous aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de rencontrer différents parcours, différents types de manières de présenter ces livres. Et c'est aussi l'occasion de découvrir, j'espère, des auteurs que vous ne connaissez pas. Donc on va parler des mélanges de genres, entre thriller, entre fantastique, entre horreur parfois. Je vais commencer par Marlène Charim, autrice de thriller, mais tu as commencé par la SF. Hein, tu as débuté par des nouvelles, et tu es dans le polar, mais qui flirte toujours un petit peu avec le fantastique, on va en parler après. Ça a commencé avec Tombe les anges, brûle les âmes, où il y avait déjà cette touche très particulière avec les morts. Et tu as une jumelle imaginaire, puisque tu écris du thriller sous le nom de Marlène Charim, et en tant que jumelle imaginaire, je vais prendre les livres où tu écris. Là, je vais les fiches, mais tiens, je te laisse les montrer. Les deux premiers épisodes des chroniques de l'après-voile, qui là, on est du coup complètement dans l'imaginaire, on va en parler. Alors Marlène, si on parle de La Protégée, ton dernier roman, si tu pouvais présenter à travers un peu ton héroïne, qui est à la fois aussi charismatique que parfois immorale, qui est forcée de changer d'identité. Explique-nous un peu ce qui lui arrive. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus. Oui, donc dans La Protégée, on suit une jeune femme qui a témoigné contre son ancien compagnon, un criminel pas très sympathique, un monsieur pas très recommandable. Et même si elle-même n'est pas vraiment blanche comme la colombe, ça lui permet, ce témoignage a été crucial, ça a permis à la justice en fait, d'enfermer cet homme. Ça lui permet d'intégrer un programme de protection des repentis. Donc on va la faire passer plus forte, on va lui créer une nouvelle identité et on va l'envoyer un petit peu comme on le vu dans la bergerie, c'est-à-dire qu'on va la placer en tant que professeur dans un internat perdu dans les Pyrénées. Un institut un petit peu particulier puisqu'il accueille aussi bien des jeunes en réinsertion sociale que des enfants atteints de troubles mentaux. Et bien entendu, il se passait des choses qui n'auraient pas dû se passer. Et toute la question va être de savoir si on a vraiment eu raison de lui donner une deuxième chance. Alors, on parle du coup, c'est une histoire de résilience. Elle est face à des menaces, face à la trahison. C'est un des sujets centraux de ce livre, même si ce n'est pas le seul. Oui, c'est vraiment le parti pris, en fait, quand j'ai commencé ce roman, quand j'ai commencé ce projet, c'est vraiment parti sur ce terme de deuxième chance. Est-ce que tout le monde en a une? Et pour illustrer ça, j'ai pu créer un personnage, en fait, qui n'était pas obligatoirement sympathique de prime abord. En général, on cherche plutôt à créer des personnages qui nous soient attachants. C'est pas noir ou blanc. Voilà, effectivement, j'ai voulu montrer toutes les facettes en fait de cette femme qui est capable vraiment du plus noir, du plus cruel, du plus mauvais, malsain, mais qui a quand même ces petits moments de lumière. Du coup, tu parlais de cette institution qui accueille les enfants en réinsertion, en droit reculé. C'est vraiment ça qui te permet de créer l'ambiance du livre. C'est important dans un livre de thriller, mais un livre aussi qui surfe avec le fantastique, c'est l'ambiance, c'est primordial de créer une ambiance. Je m'emmène dans un lieu qui est imaginaire, mais je cite les Pyrénées, un endroit bien reculé, mais c'est vraiment cette bâtisse qui
qui ressemble un peu à un vieux manoir comme ça, qui est presque un personnage en tant que tel. Il y a vraiment j'ai essayé vraiment d'insuffler une ambiance, d'insuffler quelque chose un petit peu malaisant en fait dans ces murs tout au long du récit. Et puis dans cet institut, il y a un gamin en particulier, Abel, qui communique avec une mystérieuse dame rouge. Tu vas pas trop en dire, mais ça en rajoute dans le mystère. Oui, alors ce personnage il est venu très très vite. En fait, donc Abel, les éducateurs disent de lui qu'en fait c'est un autiste complètement mutique. Et ce qui est très spécial, c'est qu'il va se créer un lien entre lui et Maddy, donc avec l'héroïne. Il va se mettre à lui parler, alors qu'il parle à personne. Et mais c'est très difficile d'en parler sans en dire trop. Là, c'est la difficulté quand on est dans le thriller, on s'arrête. C'est juste pour présenter un peu les personnages, pour présenter l'ambiance. On ne va pas dire ce qui lui arrive et est-ce qu'il a raison de parler avec qui que ce soit, surtout pas. Mais voilà, c'est quand même pour expliquer le type d'ambiance qu'on retrouve dans ce livre. Où il y a aussi question, comme déjà dit, de secret de famille. Hein. C'est un sujet qu'on rencontre souvent dans les thrillers, mais que tu te réappropries. J'espère que j'arrive à me réapproprier. Oui, c'est aussi un élément, effectivement, même si c'est peut-être pas le plus important, mais il a quand même son importance, effectivement. T'aimes bien que le lecteur se mette dans la tête des personnages. Hein. Donc, tu passes d'une voix à l'autre, c'est quelque chose que tu travailles, c'est important pour toi. Alors, selon les projets, en fait, la narration, elle me vient assez naturellement, en fait. C'est rare que je dois tâtonner à savoir ce que je vais écrire à la première personne, à la troisième, au passé, au présent. Et là, c'est venu en fait assez naturellement. On a en fait une alternance entre le point de vue de Maddy, qui m'est venu tout de suite à la première personne, et puis celui du policier qui est en fait en charge de sa protection. Et là, je sentais qu'il fallait juste un petit peu de distance, mais pas trop. Donc, ce caractère-là est écrit à la troisième personne. Et donc, avec cette petite touche fantastique, on ne sait pas trop, on ne va pas dire où, quand, jusqu'où, mais c'est quelque chose qu'on retrouve là, mais qu'on a trouvé dès le premier thriller que tu as publié chez Calman Levy. C'est un peu ta marque de fabrique un peu atypique dans les enquêtes. Des livres d'enquête. J'ai un peu de la peine avec la notion de genre. J'aime pas du tout les cases dans lesquelles ça nous enferme. C'est vrai que j'ai commencé par la littérature de l'imaginaire. Mon tout premier roman, c'est un roman d'anticipation. J'ai écrit beaucoup de nouvelles en fantastique surtout, mais aussi en fantasy. J'ai testé plein de genres en fait. Tout ça pour me rendre compte une fois que j'aimais bien les mélanger. Donc, c'est quelque chose que j'adore effectivement, insuffler quelque chose qui nous sorte. Même si le polar c'est un reflet de notre réalité, là, on peut parler absolument de toutes les thématiques qui peuvent nous toucher au quotidien. Mais là, ça donne une dimension qui est encore un petit peu plus particulière. Du coup, pour te lâcher plus par rapport à ça, tu as lancé ces chroniques de la prévoile. On est deux acteurs, je sais pas combien tu en as imaginé, je sais pas si tu le sais déjà. En tout cas 3, après on verra jusqu'où la okay. va. Du coup là, le voile entre le monde réel et surnaturel s'est déchiré. J'ai vu que tu avais dit ça comme ça à un moment, avec un enquêteur vampire de 88 ans qui est un peu... De 400 ans, ouais. Qui est un peu gaffeur, là, comme moi. Un peu particulier, puis une flic à côté. Donc c'est un duo particulièrement atypique. Oui, j'ai écrit ça en fait, j'ai écrit le premier tome juste après avoir fini Tombe des Anges, qui est quand même une enquête policière, même si elle est fantastique, qui est assez sombre, qui est assez. Oui, qui est quand même réaliste par certains aspects. Donc j'avais vraiment besoin de prendre respiration, de prendre bouffée un
petit peu décalé en fait. Donc j'ai pris les contre-pieds complets du duo d'inspecteurs que j'avais voilà, pour en faire justement ce duo-là, avec le capitaine de police Yann Sebot, qui s'appelle Arabella Sinclair, justement Saint-Lac, qui voilà, se retrouve affublé d'un acolyte qui est un vampire de 400 ans et des brouettes, qui est fort comme pas deux, qui est lâche, qui est très drôle, malgré lui, avec qui il s'entend très bien. Et puis, c'est un petit peu particulier, mais c'est quelque chose que j'adore écrire. Merci Marlène. On va parler des livres de Caroline. Donc, tu nous viens des Hauts-de-France. Tu as fait un peu de route. Tu écris depuis 2015 et tu as choisi l'auto-édition de te classer entre fantastique et horreur. J'en citais Créature, Eclipse. On va surtout parler de deux livres, dont celui, le précédent qui s'appelle Noir, qui a le prix Masterton. C'est quand même un prix qui a du sens en France. Ça a un sens particulier quand c'est donné à quelqu'un venant de l'auto-édition, c'est particulièrement rare, donc ça mérite quand même d'être noté. Bravo pour ça. Merci et bonjour tout le monde. Donc parlons un peu de Noir. C'est un peu une sorte de journal de bord d'un batteur de métal, Vinny, qui se retrouve à avoir une passion un peu morbide malgré lui. Oui. En fait, oui, tout à fait. Donc, c'est l'histoire d'un jeune andalou qui adore traîner dans les friperies et qui un jour va tomber sur un vêtement qui va l'interpeller, où il va déceler une espèce de marque noire, une trace dessus, et qui va le mettre très mal à l'aise, au point qu'il va se sentir obligé de partir avec chez lui. Et il s'aperçoit qu'il y a que lui qui décèle cette tâche, et qu'il aurait développé une espèce de faculté, je mets des guillemets aux facultés, mais en fait quand il décèle ça sous-entendrait qu'il s'est passé une sombre histoire avec l'ancien propriétaire du vêtement. Comme ce sont des vêtements d'une friperie, forcément, voilà, ils sont déjà été portés. Et il va, un petit peu volontairement, plus ou moins au début, s'adonner à cette passion, découvrir un petit peu des histoires autour de lui à travers les vêtements qu'il ira piocher dans une friperie. Alors ça sera des histoires forcément où il sera passé quelque chose de dramatique. Et en ce qui concerne donc le livre, ce qui m'a amusé, c'est vraiment pouvoir taper dans plein de directions, parce que lui-même va découvrir, ça peut être un cold case, un truc avec des monstres, ça part dans plein de directions, et du coup on se met dans la peau du personnage qui découvre un monde qu'il ne connaît pas du tout et hallucine tout le long du livre. Donc voilà. Ça te permet en fait de voyager dans tous les termes de l'épouvante au sens large. Tu touches différents sous-genres en fait de ce sous-genre. Exactement, en fait je voulais pas écrire des nouvelles pour dire des nouvelles. Et on pourrait voir ça comme un recueil de nouvelles, effectivement, sauf qu'elles sont totalement liées. Elles sont liées et on ne peut pas le lire dans le désordre. Il y a quand même une continuité et il y a ce personnage qui évolue tout au long. Et effectivement, je voulais toucher différentes sortes de fantastique. Mais je n'étais pas certaine de pouvoir écrire, je veux dire, n'importe quoi, un livre qui tourne autour des vampires par exemple. Je me suis dit peut-être une nouvelle, et du coup ça me permettait vraiment de donner dans plein de directions, dans des directions que j'avais jamais essayées, et aussi différentes temporalités, donc vraiment c'était l'éclat, pour faire simple. J'ai vraiment pris plaisir à écrire ce livre. Les feux verts. Ça a plu, puisque c'est quelque chose, c'est ambitieux, parce que les nouvelles, c'est aussi un genre qu'il faut réapprendre à aimer par le public français. Et c'est une bonne manière de le faire, parce que ça reste un roman, c'est lié, c'est des histoires à la fois individuelles et liées entre elles. Exactement. C'est pas une question, je suis d'accord. Et puis le nouveau, l'Animal Circus. Alors si tu pouvais déjà le montrer au public, parce que par l'auto-édition, juste l'objet est absolument magnifique. Merci. Voilà, ça veut dire qu'elle a tout fait elle-même, du coup elle n'a pas toute une batterie de
créatifs autour d'elle. J'ai eu quand même une aide pour la couverture avec un illustrateur qui s'appelle Rico, ce qui n'est pas le cas forcément sur les autres livres, puisque effectivement dans l'auto-édition on a un petit peu se dépatouiller et puis toucher différentes facettes du métier. Et donc voilà. Mais bon, oui, je suis très contente, il est beau. Il est beau, juste rien que pour ça, on a envie de le prendre en main. Je trouve ça très réussi. Du coup, là, c'est une toute autre ambiance. On est dans un cirque dans les années 1900. On est dans l'ambiance des Freaks. Tu pouvais nous en parler un peu? Alors, ça faisait longtemps que je voulais écrire sur le cirque. Mes lecteurs m'ont regardé bizarre parce que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une phobie du clown, même chez les lecteurs d'horreur. Et donc, je ne voulais pas penser dans cette direction. Merci Stéphane King. Oh, qui n'ont pas copié certaines personnes connues, effectivement. Et puis, bon, il y a le fait que je suis. J'adore faire des histoires où celui qui a une sale tête, c'est pas forcément lui méchant, et donc avec l'univers des Freaks, j'avais toutes les possibilités possibles. Et du coup, en fait, quand j'étais petite, mon père m'a montré Freaks de Todd Browning. Donc les monstres de foire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme en anglais. Voilà, c'est sur des personnes qui ont des difformités, la femme à barbe, les siamois pour citer les plus connus. Et je ne sais pas si c'est l'effet qui visait sur moi, mais en fait je les ai carrément tous adorés. Ils m'ont pas fait peur du tout, c'est tout le contraire. Et du coup j'avais cette envie d'écrire sur ces freak shows, les side shows aux États-Unis, qui ont eu leur petit moment de gloire, puis ça s'est estompé au fil du temps. Les gens commençaient à se dire que c'était pas très normal d'exhiber des gens qui avaient des handicaps. Et donc ça tourne autour de ça. Donc l'histoire en fait c'est un jeune homme qui habite dans la profonde campagne dans les années 1900 et qui quitte ses parents qui sont fermiers dans le but de devenir journaliste. Sauf qu'en chemin il va rencontrer cette troupe avec laquelle il va se lier d'amitié et aussi se faire un petit peu intégrer et se mettre à travailler dans ce cirque où il va se passer bien sûr des choses pas très nettes. Pas du tout même. Ça te permet de travailler l'atmosphère de manière différente de Noir, du coup, c'est vraiment un travail sur l'atmosphère aussi. Carrément, et puis il y avait le piège que, en fait, avec Noir, j'avais eu l'idée de retomber un petit peu dans la même structure, de parler de chaque personnage indépendamment. Je voulais faire quelque chose de différent, alors c'était un point de challenge, j'avoue. Et puis après, j'adore faire toutes les recherches autour d'un livre, c'est vraiment mon moment préféré quand j'écris. Et donc là, plonger dans l'univers du cirque, dans une époque passée, et dans un pays que j'adore, donc c'était super. Et du coup, on peut insister là-dessus, parce que ça demande effectivement, une histoire fantastique, ça demande de la documentation, ça demande quand même d'être crédible dans l'atmosphère, dans l'ambiance qu'on construit. C'est mon plus beau stress. Oui, en fait, je me documente à fond, comme je dis, j'adore ça. Mais effectivement, j'ai toujours peur d'écrire un truc qui est en décalage, donc je passe un temps fou sur les sources, essayer de trouver vraiment ce que je cherche et puis d'essayer d'être dans le juste. Normalement, ça va pas. Merci. Stéphane, attrape un micro, c'est mieux. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je crois que tu es arrivé à l'étape. Oui, on peut dire ça, ouais. Presque. Non, oui, c'est originaire de Lyon. Voilà. Tu as débuté en tant que scénariste, tu as eu multi-casquettes en fait, on pourra en parler après si on a le temps. Tu ne fais pas que écrire, les autres non plus, mais je veux dire dans le milieu artistique, je voulais dire. Tes romans, on peut les classer dans le thriller, mais aussi dans le paranormal, dans l'horreur, ça bouge d'une frontière à l'autre, avec la particularité d'avoir des personnages récurrents. Oui, tout à fait. Donc il y a eu précédemment, avant le dernier, Les Ombres de Salem, qui est sorti en 2022. Donc tu as été 2 fois finalisé pour la Staton, ça veut dire que tu as poché le prix. Et ça a été Voilà. Bon, ça va, ils se supportent en plus, ils sont presque à côté l'un de l'autre. Complètement mérité.
Déjà être repéré par le prix Massot 2 fois. 2 fois, ouais. Moi je le prends. Donc il y a Métamorphosis, le troisième, qui est sorti en 2023. Donc tu as deux personnages assez atypiques. Il y en a un particulièrement Wilfried qui est un flic hétérosexuel mais à qui on ne pardonne pas d'être efféminé et qui le paye. Et qui le paye très cher. Qui paye très cher pour ses fonctions, parce qu'un policier qui n'est pas viril, un policier qui assume totalement sa féminité, ça questionne autant les truands que les flics. Voilà, donc moi ce personnage je l'adore parce qu'il me permet d'explorer qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui en 2024. Voilà, je pense que les hommes sont à un moment où ils ont à réinventer leur masculinité, en tout cas à la questionner. Wilfried essaie de faire ce boulot, c'est pas simple. Voilà, par exemple au début, dans le premier roman, tout le monde le prend pour un gay et ça l'énerve énormément. Il n'est pas homophobe, mais il se rend compte que cet énervement provient aussi peut-être un peu d'une homophobie intériorisée. Alors voilà, je m'arrête tout de suite parce que j'ai l'impression que vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? On est d'abord sur du page turner, et ceux qui ont envie d'y voir un peu une critique, ou en tout cas un constat autour des positions hommes-femmes, de la domination masculine, de la façon d'envisager une société et comment les hommes et les femmes fonctionnent ensemble, vous pouvez le faire, mais on est d'abord là pour s'amuser et pour trembler. Mais on peut le faire quand même parce que du coup, dans tes livres, les notions de droit des femmes et des minorités, c'est quelque chose quand même qui est bien présent. Totalement. Dans le thriller, mais je veux dire, on peut être dans le thriller en questionnant la société, avec des sujets actuels, et ça en fait partie. Ouais, de toute façon, je pense que c'est la fonction première du polar, mais aussi du fantastique. Parce que, en fait, quand j'ai mélangé les gens, c'était d'abord parce que l'histoire l'imposait. En fait, en y réfléchissant, je me suis dit, en y travaillant, je me suis dit, mais en fait, le polar et le fantastique viennent de la même intention. C'est-à-dire questionner la société, mettre en exergue un travers humain ou le travers d'une société. Et en fait, ce sont deux genres qui fonctionnent hyper bien ensemble parce qu'ils ont le même but en fait. Et l'un nourrit l'autre au niveau du suspense, au niveau de la dramaturgie, au niveau des twists, des surprises qu'on peut imposer. Même si j'essaie d'être toujours dans une réalité, c'est-à-dire que ceux qui raffolent du polar vont trouver des explications cartésiennes, et ceux qui ont envie de voir un peu de surnaturel pourront en trouver aussi. Parce que du coup, on est dans le thriller, dans le divertissement, mais tu te sens quand même quelque part un auteur engagé. Forcément par la force des choses, parce qu'effectivement je traite des sujets qui sont très forts, très particuliers. Donc oui, on peut dire que c'est un peu du roman militant ou engagé, mais j'ai l'impression que tous les auteurs de polar défendent des choses qui sont très fortes en eux, des choses qui les mettent en colère, des choses qui les révoltent. Donc voilà, à partir du moment où c'est aussi le métier d'écrivain, de romancier, c'est aussi questionner la société. Et donc partant de là, oui, on prend des positions qui peuvent être considérées comme engagées, mais alors attention, pareil, je ne suis pas donneur de leçons, je ne fais que, j'espère en tout cas, je ne fais que constater les choses, ensuite c'est au lecteur de trouver ses propres réponses. Puis Amanda, médium, caractère bien trempé, telle d'un cercle spirit qui enquête d'une autre manière. Exactement, oui, en fait, c'est un peu la censure qui vient toujours toquer à la porte du bureau de Wilfried Bosco pour lui dire il y a du surnaturel ici, et Bosco, bien sûr, calmos. Donc ce sont un peu les événements qui les forcent à travailler ensemble, de caractères totalement opposés, un très introverti, longiligne, très discret, qui est très observateur, etc. Et puis on a Amanda, petite femme ronde, âgée, pleine de couleurs par les vêtements, autant que par le maquillage, qui rentre dedans, bulldozer, etc. Donc c'est vraiment deux personnages qui fonctionnent très très bien ensemble si on s'amusait un peu. Voilà. Tu travailles la notion d'identité, quelle que soit, à travers ces personnages. Oui, tout à fait, exactement. Wilfried apprend beaucoup d'Amanda, Amanda apprend beaucoup de Wilfried, et en fait,
autant Wilfried questionne la masculinité, autant Amanda est aussi soumise à des injonctions de féminité qu'elle ne représente absolument pas. Elle assume son corps, elle assume d'être une femme totalement différente, et voilà, elle assume ses coups de gueule, elle assume ses extravagances, et elle n'est jamais là où on l'attend. Mais les deux personnages ne sont jamais dans la séduction, pas d'histoire d'amour, voilà, on n'est pas dans un truc où les deux partenaires qui travaillent ensemble sont forcément attirés l'un l'autre. Non, ils ont leur vie, leur caractère, et j'aime ça aussi, un petit peu casser ce qui peut être un peu redondant parfois. Voilà. Puis aussi question d'emprise et maltraitance dans ton livre, dans tes livres. Oui, tout à fait. Ouais, exactement. Mais je pitchais le Métamorphosis, le début, ouais. Tu en parles un petit peu. En fait, on a affaire à une Métamorphosis, c'est une silhouette qui apparaît dans les jardins de 3 communes reculées du Massachusetts, 3 petits villages. On n'est pas loin d'Halloween, et cette silhouette étrange, habillée de noir, qui a une capuche, cette capuche, il y a une lumière incandescente qui apparaît. On se demande d'abord si c'est des gamins qui essaient de faire peur puisque la nuit approche. On les voit sur les réseaux sociaux. C'est une silhouette qui adore être filmée, qui adore se mettre en avant. Cette silhouette, elle observe les familles vivre dans leur maison. On se demande si c'est un producteur façon Blair Witch qui essaie d'inventer une légende avant la sortie d'un film ou d'un roman. Donc certains s'en amusent, d'autres en ont peur, jusqu'au jour ou au soir où cette silhouette, on la voit sortir d'une maison et elle laisse derrière elle une famille égorgée, enfants, mari, femme, et on se demande pourquoi cette famille, que cette silhouette. Wilfried Bosco est envoyé sur le terrain, et Amanda, au même moment, elle découvre un charnier dans une forêt pas très éloignée de ses 3 filles. Et elle va voir Wilfried Bosco en lui disant ce charnier et cette silhouette qui apparaît. Tout ça est peut-être lié. Voilà, si vous en avez envie, je vous laisse découvrir dessus. Et du coup, tu l'as dit, ça se passe aux États-Unis, ça te permet de parler aussi des travers de la société américaine, à travers ces livres. Oui, tout à fait, pour y avoir vécu. J'ai adoré cette société, mais c'est une phrase qu'on a l'habitude de dire, mais elle est tellement vraie. Les États-Unis, c'est le pire et le meilleur de l'humanité, de la politique. Voilà, on a tout, et c'est assez parfois terrifiant. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette société. Il faut absolument la regarder, parce que aussi une autre phrase où on dit les États-Unis, c'est dans 20 ou 30 ans ce que sera notre pays ou l'Europe. Voilà, je pense que c'est un bon terrain d'observation. Ça va de plus en plus vite, hein, c'est ce qu'on dit. Ça va de plus en plus vite. Dans 2 ou 3 ans. Non, j'espère pas. J'espère vraiment. Non, je pense qu'on a quand même encore des garde-fous. On a encore. Notamment la littérature. Il est impressionnant de voir que dans des villes comme par exemple Boston, vous avez, c'est quand même une population importante, une ville capitale, vous avez peut-être 2 librairies, 3 librairies. Si on retire celle d'Harvard, voilà, il y a. Moi je me réjouis de voir sur France 5 la grande librairie. Je veux dire, c'est quelque chose que les Américains ne connaissent pas, une édition autour de la littérature, par exemple. Donc je pense qu'on a des garde-fous. Ça veut dire qu'ils achètent tout par correspondance ils pas moins que nous, j'en sais pas. C'est surtout Amazon, d'ailleurs on le voit, ça fait partie maintenant de la géographie et du décor d'une ville, les petits colis Amazon posés devant les portes. Voilà. Allez chez vos libraires. Donc tu es multicasquette, c'est ce que je disais, tu ne nous as pas ramené, mais tu es aussi musicien. Je vais en parler parce que dans ton Métamorphosis, tu as créé Bande-Son. Ouais, c'est ça. Tu Bande-Son, voilà, j'en ai parlé juste avant en aparté, mais moi ça m'a fait penser à du John Carpenter et les musiques de films qu'il faisait pour ses propres films dans les années 80. Ouais, exactement. Mais en fait, il y a eu un mélange. J'ai vu très souvent mes confrères mettre en fin de livre une playlist avec des musiques écoutées pendant l'écriture, ce que je faisais aussi. Je suis musicien, j'ai été scénariste. Quand j'écris, je pense que c'est la même chose pour vous. Voilà, j'ai le cadrage, j'ai des images, j'ai le mouvement de caméra, etc. Et parfois, quand j'écrivais, j'avais de la musique qui venait. Et donc, j'ai pris mon iPhone, voilà, je faisais un peu de beatbox, et puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je peux faire quelque chose de cette musique qui m'est venue en même temps que l'écriture. Et je me suis rapproché d'un ami beatmaker, et puis on a décidé de faire 12 morceaux. Et donc, vous pouvez aller sur Spotify, Deezer, Apple Music, Métamorphosis, et vous lancez la musique, vous
vous mettez votre casque sur les oreilles, le meilleur coin de la maison pour lire un bon bouquin, et puis voilà, vous avez la bande son en même temps plus vraiment. Et voilà, je trouve que ça participe à l'ambiance du livre. Et j'aime voilà, cette idée de mélanger aussi deux arts. Voilà. Et j'espère que le prochain, je pourrai aussi faire une bande son aussi. Voilà. Merci pour vos présentations respectives. On va passer de manière plus générale sur la thématique de ce jour, sur ce mélange thriller, fantastique, horreur, etc. Prends-vous et débrouillez-vous. Déjà, est-ce que c'est une tarte à la crème ou c'est la réalité? Est-ce que vous avez bien une influence commune? J'ai mis le t-shirt, c'est pas un hasard. Est-ce que Stephen King, c'est une influence pour vous qui est commune, qui a poussé tant de peuple qui a pris l'attention? J'ai l'impression que oui, un très beau t-shirt d'ailleurs. Oui, moi j'ai Stephen King depuis que je suis en CM2 et je pense que ça ne m'a pas rendu dingue, du moins c'est l'air d'aller, à peu près. Ouais, c'est une influence commune, je pense, et puis c'est tellement vaste son univers et je suis même. Il y a des livres où il y a très peu de fantastique, où on pointe, il y a des livres qui sont très violents, d'autres moins horrifiques, et en fait, du coup, c'est vraiment un mélange de tout. Je pense que c'est ça aussi que j'aime, cette multiplicité de facettes. Après, il y a une carrière tellement énorme que voilà. Oui, je suis pas coupable. Effectivement, ça a eu une influence. C'est pour ça que je te demandais ce matin quel était ton premier Stephen King. Je crois qu'on se souvient tous du premier. Enfin, moi, j'ai pas réussi. J'ai hésité entre deux, tu vois, même quoi. Mais alors chez moi, je pense que ça compte encore plus loin, en fait, plus jeune, avec une série en bibliothèque verte, pour ceux que ça dit encore quelque chose. Une série qui s'appelait Les Conquérants de l'impossible, et qui flirtait un petit peu avec le fantastique, avec la SF. Et puis, je pense que si ma vocation est née à un moment, c'était avec cette série-là. Oui, pareil, le King, quoi. Moi, mais j'ai eu deux romans dans mon adolescence qui m'ont donné vraiment envie d'écrire. Thérèse Raquin de Zola et Cujo. Quand j'ai découvert qu'on pouvait prendre le temps au moment où quelqu'un rend l'âme d'entrer dans sa psyché et quelle est la dernière phrase, dernière pensée d'un humain qui quitte la vie, je me suis dit mais c'est dingue ce que la littérature peut faire, quoi. Ce qu'elle nous permet d'approcher. Et je me suis dit, je n'avais jamais pensé à ça, j'avais 14 ans, j'avais 15 ans, et je me dis, ah, c'est vrai, c'est quoi la dernière pensée? Et voilà, le King, c'est le King, quoi, parce qu'il y a ce truc voilà, qui nous met tellement face à l'humanité, parce qu'au-delà du fantastique, au-delà des histoires d'horreur, c'est avant tout de l'humain, quoi. Et voilà, donc, et Thérèse Raquin, parce que pareil, j'étais avec ce couple maudit qui avait envie d'assassiner Camille, et je comprenais leur envie d'assassiner Camille, et je me disais, c'est terrible, je prends le point d'être avec ces amants meurtriers, et voilà, et je trouve que la littérature, voilà, c'est un truc incroyable. Ça prouve bien que quand on dit c'est un livre de maître de l'horreur, ça veut rien dire en fait, parce que ces livres, vos livres, permettent de faire passer énormément d'émotions, positives, négatives, dures, tristes. C'est tout l'intérêt de mélanger ces genres-là. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Pas plus ou moins, mais effectivement, je pense parce qu'on a vu ou lu La Ligne verte, on n'est pas dans des monstres, des choses comme ça. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui sort de cette œuvre, et donc oui, effectivement, c'est un gros mélange de genres. Je pense que c'est pour ça que aussi ça parle à beaucoup de gens, on l'a donné dans plein de directions. Le mélange des genres en France, c'est pas si simple que ça. Quand on est auto-édité, on fait ce qu'on veut. Quand on n'est pas, il y a des pressions diverses à tous les niveaux. Pourtant, on vient d'un pays où le fantastique est très présent et c'est délité au fur et à mesure
Et aux États-Unis, la question ne se pose pas. Stephen King fait du fantastique, des nouvelles, des grands romans, d'autres font pareil. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est difficile de mélanger les genres et d'ajouter du fantastique dans les livres francophones? Les Suisses, pas que je dise France non plus. Comment vous expliquez un peu ces difficultés et parfois la réticence d'un certain public? C'est assez paradoxal en fait, parce que les lecteurs veulent toujours quelque chose qui soit original, mais si on les sort trop justement de certaines cases, ils sont perturbés. Donc c'est vrai qu'il faut savoir un petit peu doser pour pas trop sortir vraiment. Ah. Il y en a un des deux qui ne veut plus m'entendre parler. Qui vient d'être censuré. Donc oui, c'est vrai que c'est une réaction que j'ai assez souvent en fait de lecteurs qui viennent en dédicace. Je commence un petit peu à pitcher les romans et tout de suite il y a une sorte de résistance comme ça. Oh non, mais moi le fantastique, j'aime pas ça. Alors je m'amuse assez souvent à leur demander s'ils ont aimé jusqu'à le léger par exemple. Bien sûr, c'est fantastique, bien sûr. Donc voilà, il y a cette espèce il faut réussir un petit peu à balancer entre justement ce que les gens attendent et puis en termes de leurs attentes d'être surpris et non pas. C'est surtout l'évolution de la littérature en France et en Europe. On était, depuis Marie Shelley jusqu'au Manoir Black, Maurice Renard, enfin les Maupassant. D'ailleurs, je vous recommande de lire L'Auberge de Maupassant. C'est Shining avant l'heure. Je ne sais pas si Stephen King l'avait lu, mais il y a tout. Voilà, donc on était vraiment précurseurs, je ne sais pas. Le fantastique est parti vers les États-Unis. Et aujourd'hui, je pense que la réticence, c'est que notre imaginaire a tellement été habitué, forgé à placer le fantastique dans un ailleurs. Et cet ailleurs, c'est le Nouveau Monde, c'est l'Amérique. Les extraterrestres peuvent envahir Washington. Personne n'y voit. Voilà, si demain les extraterrestres envahissent Metz, je ne sais pas s'il va y avoir autant de crédibilité dans le. Voilà. Après, j'ai l'impression que malgré tout, le polar fantastique, très souvent, ça s'ouvre sur une scène incroyable, avec un meurtre incroyable, avec un serial killer qui invente un truc, genre, je ne sais pas moi, des poulies, voilà. On est déjà dans l'extraordinaire. Donc je trouve que le polar aussi d'aujourd'hui, il a déjà cet aspect fantastique en lui. Soit on le pousse jusqu'au bout, soit on s'arrête. Mais moi j'ai très bon espoir. Je pense que ça va être très naturel d'ici quelques temps. Et aussi grâce aux plateformes qui proposent aussi des séries télé aujourd'hui qui mélangent polar et fantastique. Tu parlais hier, dans ce micro, tu parlais hier du premier verre d'arminier glacé avec le cheval en haut de la montagne. C'est quelque chose c'est très visuel, quasi inimaginable, effectivement. C'est pas du fantastique du tout, mais on est quand même dans l'imaginaire et dans le visuel. Excusez-moi, vous pouvez utiliser le micro. Oui, je vais rebondir, je suis d'accord avec mes collègues. Je vois quand même toutefois une différence. Je pense que le public est un peu réticent à ce qu'on a du fantastique. Il ne sait pas pourquoi, peut-être un peu trop terre à terre en France plus qu'ailleurs. Comme disait Stéphane, aux États-Unis, ça paraît normal. Au début, quand je faisais des salons, on me demandait est-ce qu'il y a du fantastique de la même façon, et tout de suite un mouvement de recul. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Après, il y a aussi le fait que par fantastique, certains lecteurs voyaient des licornes, des trucs comme ça. Donc, le fait de nuancer les choses a été. Il n'y a aucune licorne dans cette viande. Il n'y a pas de licorne. Non, mais tu as raison, et du coup, ça permet de rebondir. C'est aussi sur cette image que certains se font de fantastique égal, c'est pour les ados. C'est pas du tout le cas. Ok, le type de polar fantastique, donc à la fin tout sera réglé de façon imaginaire et le mystère sera résolu par des licornes. Voilà. Alors que vraiment mixer les deux et avoir
une solution à la fin, mais avoir baigné dans une atmosphère fantastique. Oui, effectivement. Ce côté de gens qui ne lisent pas, de fantasy, qui disent non, c'est pour les ados, c'est pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte de perte d'innocence. Moi, je suis adulte, je ne lis plus ce genre de choses. C'est assez étrange parfois. Ça va avec ce côté, je n'ai pas de genre, en fait. L'imaginaire, c'est pas pour moi, le polar, c'est pas pour moi. Le polar commence gentiment à gagner certaines lettres de noblesse, mais c'est encore. Oui, c'est encore compliqué parfois. Voilà, il y a du boulot dans toutes ces littératures de genre. Après, pour le côté ado, non, moi je le ressens moins peut-être parce que mon fantastique est relativement noir et black. Donc je m'adresse plutôt, en tout cas, à des grands enfants, des très très grands enfants, des adultes. Donc, ouais, j'ai moins ce. Je parlais plutôt de gens qui ne lisent pas justement ces livres, qui ont un préconçu de ce que ça pourrait dire. Après, j'ai 16 ans dans la tête, c'est souvent donc. Ajouter par rapport à ça. Fantastique, c'est, comme le triomphe, c'est aussi, ça permet aussi, si vous êtes d'accord ou pas, une manière de fuir une partie de la réalité, de côté évasion, qui est quand même important dans ce type de littérature. Évasion d'esprit. Ah oui, clairement, moi, c'est avec le livre que j'ai pris sous le pseudo de Goumagel, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire, même s'il y a une part de réalisme, elle est beaucoup plus petite. On arrive à parler de toute manière des mêmes thématiques qu'on pourrait avoir dans un polar, mais différemment, effectivement. C'est une sorte d'évasion, une manière aussi différente d'en parler. Moi, non, j'ai vraiment bien ce rapport au fantastique qui permet de prendre du recul face à la réalité. Quand j'écris mon roman, je crois à 200% à la possession, je crois à 200%, voilà, et c'est terrible, c'est effrayant, et c'est noir, et c'est sombre, et c'est juste que j'aime flipper, faire flipper, et j'ai pas ce recul. Est-ce que tu te demandes comment le lecteur le reçoit du coup? Est-ce que lui, il cherche, d'après toi, il cherche quoi? Ça vient, mais je pense que chacun a sa propre réponse, donc ça serait très très compliqué. Non, mais surtout, je n'essaie pas de penser la réception du lecteur. Je pense plutôt à moi. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que la limite que je m'impose, est-ce qu'elle est juste? Ce que je donne à voir, est-ce que je me mets pas dans la peau de celui qui torture? Je veux toujours être du côté de la victime. Je veux jamais être dans la complaisance face à la violence. Je fais très attention à ça. Donc c'est plutôt une problématique entre moi et moi. Et si je suis clair avec mes intentions, je pense que le lecteur en face va. Mais je pense pas au lecteur parce que sinon on commence à se mettre des freins et des limites et voilà. Il parle tellement bien, non, mais je rejoins Stéphane. Enfin, moi, ça a même carrément un côté réconfortant, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est pas une histoire que je pourrais entendre des informations, tout simplement. Du coup, le côté évasion. Le côté évasion, ouais. Le fil de la réalité. Ouais. Ça dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'esprit ouvert et veulent du concret, mais ils sont prêts quand même à le croire, quand même dans un paradoxe, donc c'est vraiment le cherche, je pense. Et on a déjà parlé à travers les livres avant, mais dans le fantastique, ce qui est important aussi, c'est l'ambiance, et du coup l'importance des lieux, l'importance qui sont souvent des personnages à part entière, et ça vous travaillez beaucoup là-dessus. Je crois que le fantastique n'existe pas sans l'ambiance, c'est une des choses primordiales. Voilà, une vieille demeure, une forêt, voilà, un cimetière, je veux dire, tout de suite ça plante un décor. Voilà, on connaît tous la porte qui claque, les sons, il y a aussi les sons, les odeurs. Voilà, c'est très très important dans le fantastique. Et comme tu disais tout à l'heure, une demeure peut devenir un personnage principal dans ou pas, je suis désolé. Ça c'est pas trop. C'est ta musique que tu prépares déjà. C'est ça.
Mais ouais, non, les ambiances sont effectivement extrêmement importantes. Et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai passé mes histoires aux États-Unis et dans Massachusetts, parce que le Massachusetts c'est très très haut et la lumière est toujours rasante, quelle que soit l'heure du jour. Et il y a c'est vraiment très particulier avec ces porches. Tu peux monter un tour aussi, l'Amérique. Voilà, il y a vraiment une ambiance. Alors aussi parce qu'on a été nourri d'énormément de films, donc on a un imaginaire qui est quand même très ancré là-dessus. Mais voilà, l'ambiance est vraiment primordiale dans le fantastique et dans le polar aussi. Il a tout dit, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que bon, là, il y a un cirque, c'est c'est primordial hein, sur votre façon de raconter les choses. Sans un lieu, il y a ton institut. Sans un lieu, le lieu, il marque quand même l'ambiance et il marque l'histoire. Oui, alors ça peut être important, mais c'est pas essentiel non plus. Dans mon premier roman, Dans les anges, la première scène fantastique se situe dans un appartement parisien complètement banal. On arrive quand même à en insuffler un petit peu la bombe. Après, ça n'a peut-être pas tout à fait la même force que justement dans un cirque, dans un cimetière ou une ville de bar. Ouais, on revient sur ça. Oui, il y a souvent un lieu, c'est pas forcément le cas, par exemple, je pense à moi. Pour le cirque, en fait, ce que je cherche avant tout, c'est déjà moi-même me plonger dedans, et pour ça, je vais travailler le décor jusqu'à ce que. C'est pas moi. C'est les extraterrestres qui arrivent en reste. Tu sais, je vais travailler le décor personnellement, mais jusqu'à ce que je puisse sentir son odeur quelque part. Ça doit être des esprits frappeurs, en fait. On en a invoqué un petit peu trop. On en a invoqué là. Je pense à vos ambiances qui sont ou intemporelles ou alors clairement tournées vers le passé. Vous avez une réflexion par rapport au fantastique et l'intégration des nouvelles technologies? Est-ce que c'est quelque chose à creuser? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Alors, pas du tout. Alors moi perso, je suis pas fan du tout. Mais il faut que je mette, mais non, mais c'est pas dans les histoires, je parle. Est-ce que c'est pas quelque chose que tu as envie de raconter? Non, c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Alors les nouvelles technologies, si on oublie un peu le fantastique et on se concentre sur le polar, c'est le casse-tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très facile de savoir où les personnes se déplacent, ce qu'on a fait dans une journée, donc on est tellement pisté de façon volontaire ou involontaire, et ça devient un vrai casse-tête. Voilà, et on se rapproche presque du crime parfait, c'est-à-dire qu'on a tellement de. Oui, ce jeu de piste en fait, avec nos appareils, etc. Il faut qu'on trouve des astuces pour. Et surtout éviter le je suis en zone blanche, donc tout va bien. Voilà, il y a vraiment des astuces à trouver autour des nouvelles technologies qui rendent la vie très compliquée pour une enquête policière. Parce que les policiers, la première chose, c'est le téléphone, les cartes bancaires. Voilà, donc il faut réussir à dépasser ça, et ça, c'est un vrai défi. En tout cas pour moi. Après, pour les autres, c'était possible. J'ai des romans qui se passent à différentes périodes aussi, donc là dans le cas de La Protégée, c'était pas vraiment un casse-tête ou un problème, voilà, je l'ai simplement intégré dans la société d'aujourd'hui. Mais c'est pas tu ne dis pas, tiens, je vais écrire une prochaine histoire qui intégrera vraiment ça comme sujet ou comme quelque chose qui t'attire plus que ça, du coup. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup là, et on voit bien que là on est plutôt dans les romans où tourner vers le passé, où comme tu me le disais en aparté, où tu ne cherches pas du tout à dire ça se passe très exactement aujourd'hui, en 2024, quelque part, si tu laisses le flou, ça va bien. Ouais, parce que et ça c'est quelque chose que je fais assez naturellement, sans dire réfléchir. Je me suis rendu compte qu'effectivement, les romans se passent à notre époque. Il y a des éléments technologiques de notre époque,
mais l'ambiance générale, c'est vrai que ça pourrait être dans les années 50, 60. Je suis pas comment expliquer, ça c'est plutôt le lecteur qui me font ce retour. C'est-à-dire qu'on est ancré dans une réalité, mais en fait c'est presque intemporel. Donc ça, je sais pas, c'est à mon écriture, à ma façon de faire, mais j'appelle vraiment. Est-ce que pour terminer, vous avez, en dehors des écrivains d'autres influences qui vous permettent d'écrire, toi tu parlais de la musique, c'est quelque chose qui me paraît être important dans ton univers, ça travaille aussi ta manière d'écrire, ça t'aide, tu travailles en musique, je sais pas. Alors il y a deux étapes, il y a la construction de l'histoire où là c'est vraiment dans le silence le plus absolu, et quand j'ai un texte qui commence à ressembler à un roman, là je mets de la musique sur les oreilles et je cherche, si je suis dans une scène d'action, je vais chercher une musique rythmée, si je suis dans une scène d'émotion, je vais me mettre un truc super accompagnant avec des gros violons et des choses comme ça, qui vont me permettre vraiment dans l'émotion de la scène. Donc ouais, la musique nourrit l'écriture et Caroline, avec un joli t-shirt Iron Maiden, ça tombe bien, qui commence noir par une citation du groupe Dream Theater. Donc la musique, ça a l'air d'être quelque chose d'important aussi. Ouais, bah, c'est mon deuxième mot, donc forcément oui. Je suis guitariste aussi, même si je pratique beaucoup moins depuis l'écriture. Et effectivement, dans Noir, je voulais profiter de ce livre pour vraiment tout lâcher, entre guillemets. Et le fait que ça soit un batteur, j'ai inséré des petites références musicales. Et contrairement à Stéphane, moi, je ne peux pas écouter de la musique et en même temps écrire, c'est pas possible. Mais j'ai voulu, par exemple, caler ses battements cardiaques sur un rythme de chanson plus ou moins connu avec les références dans le livre, de manière à faire passer les émotions, que ce soit la terreur ou au contraire l'apaisement total. Et voilà, ouais, c'est quelque chose qui je l'ai en tête et alors moi, pendant la phase où je réfléchis à mon projet, en fait, je me construis une petite playlist, de musique qui correspond en fait à l'ambiance que je veux donner. Et c'est une phase qui va me prendre quand même quelques semaines, voire quelques mois. Je cogite en fait simplement dans ma tête, je suis incapable de faire des plans écrits, c'est pas mon truc, pas du tout architecte comme les Stéphane. Donc je vais écouter ça vraiment en boucle jusqu'à ce que ça devienne une sorte de bruit blanc en fait que j'écoute aussi après en temps d'écriture. Ça m'accompagne de A à Z en fait. Merci beaucoup tous les trois, on est arrivé au bout. Merci à vous pour votre attention. Merci à vous pour la vie. N'hésitez pas à aller voir les trois auteurs qui nous ont pas. Bonne continuation.